driver. Et bienvenue au volant du Boxster, le plus désirable de la production. Bienvenue dans un Boxster 981 Spider. Chaque semaine sur YouTube, je vous propose des essais détaillés de voitures de sport comme ce Boxster Spider. Donc si vous ne voulez pas les louper, abonnez-vous, c'est très important, et mettez la petite cloche des notifications pour être alerté lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Et bien sûr, rejoignez-moi sur Instagram pour avoir accès aux coulisses de mes essais et pour savoir avant tout le monde quelle voiture j'essaie sur la chaîne. Mais revenons sur ce Boxster Spider. Le Boxster, dans l'histoire de Porsche, c'est une voiture qui a toujours été un petit peu décriée par les fans de la marque comme étant, ouvrez les guillemets, la Porsche du pauvre, fermez les guillemets. Alors c'est une appellation à laquelle je n'adhère pas du tout. Et pour vous expliquer pourquoi déjà le Boxster est très important, avant de vous parler de cette voiture en particulier, je vais vous raconter l'histoire de la Porsche Boxster, qui est la Porsche qui a sauvé la marque de Stuttgart de la faillite. Et ouais, sans le Boxster et sans la génération 986 plus particulièrement, qui a été la première génération de cette voiture, Porsche n'existerait plus aujourd'hui, ou en tout cas ne serait pas la marque telle qu'on la connaît. Ce qui va m'amener ensuite sur la présentation de ce modèle, le Boxster Spider 981, qui est pour moi la version la plus désirable de la Porsche Boxster et même de la gamme Porsche. C'est une voiture moderne, légère, axée sur la conduite, avec une ligne somptueuse, inspirée de la Carrera GT, et qui vous procure un plaisir de conduire qui est difficile à égaler dans des voitures de la concurrence. Je vais vous présenter les caractéristiques extérieures, intérieures de cette voiture. Vous parler de ses performances, et bien sûr, vous retrouverez après à l'intérieur pour l'essai d'une voiture qui est depuis très longtemps sur ma liste d'essais. Je rêve de cette bagnole encore plus que d'un Cayman GT4 parce que c'est presque la même chose mais sans toit. Et pour ceux qui aiment le cabriolet, vous savez que le fait de couper le toit d'une voiture, ça vous permet de profiter des sensations. C'est juste un truc de fou. C'est parti, je vous raconte son histoire, mais juste avant, c'est important, je le précise, je vous présente cette voiture grâce à Motor Legend Épernay. C'est le garage spécialisé en voitures haut de gamme dans lequel je vous avais déjà présenté la Ferrari 430 Scuderia. Et cette voiture est évidemment à vendre. Et honnêtement, s'il y a bien un cabriolet à acheter, c'est celui-là. Parce que c'est une voiture exceptionnelle et je vais vous le démontrer à travers cet essai. Pour la présentation statique de cette voiture, vous me retrouvez dans le showroom de Motor Legend. Motor Legend situé à Épernay, en région Champagne. C'est dans ce garage de voitures de prestige que je vous avais présenté la Ferrari 430 Scuderia. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite vraiment à la regarder pour tout savoir sur la Ferrari 430 Scuderia. La vidéo s'affiche en haut à droite de votre écran. La raison pour laquelle on se met dans le showroom pour faire la présentation extérieure, c'est parce qu'il y a une petite lampe de LED là. Et c'est parfait pour faire ressortir les courbes des voitures qui sont placées sous la lumière, et c'est particulièrement le cas sur ce Boxster Spider. Si vous êtes intéressé par cette voiture, n'hésitez pas, le lien est dans la description. En termes de configuration et en termes de placement sur le marché, c'est vraiment intéressant parce que des voitures avec seulement 18 450 km comme celle-ci et l'intérieur RS Spider classique à 94 000 €, c'est quand même intéressant. D'ailleurs 94 000 €, on en reparlera après, mais c'est incroyable comme ces voitures tiennent la cote. On va commencer par parler de l'histoire, pas seulement de cette Porsche Boxster Spider, mais d'abord du Porsche Boxster, parce que si vous ne la connaissez pas, c'est le Porsche Boxster qui a sauvé Porsche de la faillite.
Dans les années 90, la marque Porsche se porte très mal. Commercialement, ça va pas du tout et pour cela, il y avait deux raisons principales. La première, c'est que dans les années 70, Porsche ne croyait pas du tout en la longévité de son modèle phare, la Porsche 911. Pour plusieurs raisons, dont une qui paraît presque incroyable, c'est que les ingénieurs eux-mêmes de Porsche n'étaient pas du tout convaincus que leur architecture avec le moteur en porte-à-faux arrière était quelque chose qui allait durer dans le temps. Ils ne pensaient pas que ça allait être compétitif et ils ne pensaient tout simplement pas que c'était une bonne architecture pour cette voiture. Du coup, pour contrer ce problème, dans les années 70, ils ont commencé à investir énormément d'argent pour développer des modèles qu'on appelle aujourd'hui les PMA, les Porsche à moteur avant. J'ai nommé la 924, la 928, la 968 et bien sûr la 944. Sauf que ces modèles, jusque dans les années 90, se vendent très mal. Et ils arrivent aux années 90 avec le même problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à rembourser leurs investissements qu'ils ont fait sur les PMA. Leurs chaînes de production sont toujours complètement à la ramasse, ils vendent pas beaucoup de voitures. Et donc ils arrivent dans les années 90 avec un problème majeur, c'est qu'il leur manque de l'argent pour continuer à développer d'autres modèles. On arrive donc au milieu des années 80 et Porsche va commencer à s'en sortir, à voir la lumière au bout du tunnel grâce à un pays, le Japon. Et ouais, ça peut paraître assez étonnant, mais en fait au début des années 80, Porsche, je vous l'ai dit, avait énormément de problèmes au niveau de la production de leurs voitures et ils ont donc fait appel à des ingénieurs de chez Toyota pour moderniser leur ligne de production. Les ingénieurs sont venus du Japon jusqu'en Allemagne, et là ils ont vu les lignes de production, ils étaient complètement atterrés, et ils ont fait un certain nombre de recommandations à Porsche pour améliorer ces lignes de production, et ils ont fait passer le temps de production d'une voiture de 120 heures à 72 heures. Donc ils ont presque divisé par deux le temps de production d'une voiture. C'est absolument incroyable. Donc merci Toyota. La deuxième raison qui lie Porsche au Japon, c'est que dans ces années-là, 84-85, la voiture qui cartonnait au Japon, c'était la Mazda Miata, qu'on connaît tous sous le nom de Mazda MX-5. La Mazda Miata, c'est un petit roadster fun, sportif, abordable, qui cible clairement une clientèle de jeunes. Du coup, Porsche réfléchit un peu et se rappelle d'un projet qu'ils avaient développé pour Seat, le projet PS. Alors c'est un projet qui n'avait pas du tout abouti, mais ils ressortent ce projet des cartons et en 1984, ils appellent ce projet le projet 984. Le principe, c'est que c'est un petit roadster sportif, léger, avec un moteur 4 cylindres à plat en porte-à-faux arrière, donc avec la même architecture que la 911. Donc là, ils se disent, génial, on va aller cibler des jeunes. Le problème, c'est qu'en 1987, donc seulement 3 ans après le début de ce projet, il y a un krach boursier, ce qui fait que les ventes de voitures aux États-Unis chutent comme c'est pas possible, et ils doivent oublier ce projet parce qu'ils n'ont tout simplement pas l'argent pour continuer à le faire. Quelques années plus tard, en 1991, le projet est repris à nouveau et en 1993, le projet 986 est repris par le designer Harm Lagay qui présente le Boxster tel que vous le voyez maintenant à l'image. Le Boxster, donc, qui est un nom Boxer et Roadster, ils ont mixé les deux, donc Boxer c'est le type de moteur qu'ils allaient utiliser dans la voiture et Roadster évidemment le côté cabriolet 2 places. Ce concept est conservé puisqu'il plaît énormément au public, il est clairement inspiré de la Porsche 550 Spyder, la fameuse voiture de James Dean, et la voiture commence donc à être produite à partir de 1996 en tandem avec la Porsche 996 par souci d'économie. C'est d'ailleurs pour ça qu'entre le Porsche Boxster 986 et la Porsche 911 996, on retrouve les mêmes feux, les mêmes pare-chocs avant et à l'intérieur énormément de pièces qui se ressemblent, c'était par souci d'économie. Dès la sortie des premiers modèles en 1996, c'est un carton absolu. En plus, les ventes de la 911 996 poussent celles du Boxster 986 puisque les deux voitures se ressemblent et les gens se disent un peu ça permet d'avoir une 996 en plus abordable, sachant que le prix de base du Boxster 986 était aux alentours de 55 000 €. Alors même si au début c'était un peu léger, 55 000 € avec seulement 204 chevaux, il y a eu beaucoup de versions qui ont fait évoluer le Boxster 986. Et entre 1996 et 2004, c'est plus de 160 000 exemplaires de Boxster qui ont été vendus à travers le monde. Le pari est réussi et Porsche arrive à relever la tête. La génération 986 termine son cycle de vie en 2004. Et en 2005 apparaît la deuxième génération de Boxster, la génération 987, qui elle aussi connaît un bon nombre d'évolutions et qui verra d'ailleurs aussi apparaître la version coupée du Boxster, le Cayman. Et Porsche, toujours dans son souci de faire différentes éditions un peu limitées de la voiture, se rappelle que dans les années 60, il y avait une voiture qui s'appelait le 718 RS60 Spyder, qui était une voiture de course qui cartonnait complet. C'était la voiture de course des années 60. Et du coup, pour Porsche, le nom Spyder, ça signifie petit roadster, léger et très sportif. Donc qu'est-ce qu'ils font Porsche? Ils prennent un Boxster S 987, qui était à l'époque un peu le fleuron de la gamme, et ils l'allègent,
Ils enlèvent la capote électrique pour la remplacer par une capote manuelle et ça donne le Boxster Spyder. Donc un Boxster plus léger, plus performant, avec encore plus de gueule et qui reprend en plus des éléments de design de la Porsche Carrera GT, notamment le double bosselage à l'arrière. On arrive donc quelques années plus tard, enfin pas mal d'années plus tard quand même, en 2015 très exactement avec cette voiture, le Porsche Boxster Spyder génération 980. Donc la génération 980 c'est celle qui a suivi la génération 987, c'est la troisième génération du Boxster. Et cette voiture, le Boxster Spyder, c'est donc une version allégée, plus puissante, plus dynamique, plus orientée vers la conduite de la Porsche Boxster. En 2015, dans la gamme 981, apparaît une voiture que vous connaissez tous, le Cayman GT4. Et juste après, forcément, qui dit Cayman GT4 dit Boxster GT quelque chose, et donc ils reprennent l'appellation Boxster Spyder que je viens de vous expliquer. La voiture reprend pas mal d'éléments du Porsche Cayman GT4, notamment ce pare-choc avant qui va être beaucoup plus ouvert et qui va aller tirer beaucoup plus vers l'avant. Je trouve que ça rend la voiture très agressive. Esthétiquement toujours, on retrouve cette grille ici qui permet à l'air de s'échapper. Et c'est surtout au niveau du châssis et du moteur qu'on a énormément d'éléments qui différencient cette voiture d'un Boxster GTS qui était à l'époque la version la plus extrême de la gamme Boxster. Il y a une chose à savoir qui est très importante, c'est que le Cayman GT4, c'est une voiture qui a été développée par le département GT de chez Porsche. Donc c'est ce même département qui développe les GT3, les GT3 RS, les GT2 RS, etc. Le Boxster Spyder, même s'il a la même base que le Cayman GT4, n'est pas un produit du département GT. Et ce, à travers une différence majeure, c'est que le Cayman GT4, il a hérité du train avant rotulé, vous savez maintenant ce que c'est qu'un train avant rotulé grâce aux vidéos chez Brez Motorsport, de la 911 GT3. Et c'est la différence qu'on va trouver avec le Boxster Spyder, c'est que le Boxster Spyder a un train avant classique, sans rotule, donc avec des cylindres blocs à certains endroits. C'est pas rotulé entièrement, c'est pas une caisse de course non plus. Mais donc ça, c'est la différence majeure avec le Cayman GT4. On va donc avoir un train avant un petit peu moins précis. Mais pour autant, on a sur cette voiture d'origine le châssis sport qui était en option sur le Boxster GTS, qui abaisse la voiture de 20 mm et qui raidit énormément la voiture pour limiter les mouvements de caisse et la rendre encore plus incisive. Une autre différence qu'on peut noter par rapport au Cayman GT4, c'est la taille des disques de frein qui sont ici de 340 mm de diamètre, alors que sur le Cayman GT4, on a des disques de 380 mm de diamètre. Ces jantes de 20 pouces qui ont un design magnifique, elles sont super épurées, j'adore. Et on a des pneus à l'avant en 235 par 35 par 20. Et ces pneus, c'est du Pirelli P0. On va évidemment parler du moteur juste après, surtout qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus. Mais ce qui fait la spécificité du Boxster Spyder, c'est l'allègement et la façon dont Porsche a allégé la voiture. Alors déjà, il y a des choses à savoir. Les portes, le capot et le capot arrière sont en aluminium. Ça déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est THE spécificité, et c'est ce qui rend la voiture notamment aussi belle, c'est que la capote passe d'une capote électrique sur tous les Boxsters à une capote manuelle. Et ça fait gagner 30 kg à la voiture. Donc c'est quand même pas négligeable. Et surtout, ça fait gagner 30 kg assez haut. Donc ça baisse le centre de gravité de la voiture. C'est une capote manuelle que vous allez pouvoir déployer manuellement en tirant cette pièce, qui est d'ailleurs une pièce d'aluminium d'une pièce gigantesque. Petite stat d'ailleurs sur la Porsche 911 Speedster, génération 991. Cette pièce-là est en carbone, c'est le même mécanisme. En fait, on l'ouvre, je vous mets les images en même temps, on l'ouvre, on tire et on le remet. Et cette pièce-là est en carbone sur le Speedster. Et c'est la plus grosse pièce en carbone de la production automobile. Voilà, c'est pas sur la même bagnole, mais je fais un aparté. Donc en fait, ça, c'est vraiment la spécificité du Spyder, c'est que c'est une voiture où on va être vraiment connecté à un peu tout ce qu'on fait, y compris pour enlever le toit. Alors sur la génération précédente de cette voiture, la version 987, c'était une vraie galère parce que Porsche, ils avaient un peu fait ça à la va-vite et ils avaient plutôt, on va dire, construit la voiture pour qu'elle soit conduite décapotée, ce qui fait que vous ne pouviez pas dépasser 200 km/h, autrement la capote s'envolait. C'était pas tellement étanche, il fallait avoir un bac+5 pour la mettre ou l'enlever assez rapidement. Si vous commencez à vous pleuvoir dessus, vous étiez foutu. Là, c'est quand même beaucoup plus simple. Vous pouvez atteindre les 290 km/h de vitesse de pointe avec la capote, c'était beaucoup mieux fait. On peut noter l'inscription Spyder juste ici sur ces petites parties. Et l'élément de design que j'adore sur cette, pour moi ça fait toute la voiture, qui a été repris du 987 Spyder et d'autres voitures avant, de la 550 Spyder et même de la Carrera GT, c'est le double bosselage à l'arrière. Ça donne une ligne à la bagnole, c'est juste fantastique parce qu'en fait, le Boxster, normalement, vous avez le pare-brise ici et là c'est tout plat. Alors que là, en fait, on a presque l'impression que c'est un Targa. Donc quand on regarde la voiture de loin, ça la rend encore plus basse, encore plus longue, encore plus effilée. Il faut d'ailleurs savoir que la version Spyder, notamment à cause de son bouclier avant plus effilé
et de l'aileron qui sort un peu plus, est légèrement plus longue, de quelques millimètres seulement que la version Boxster GTS. Mais ce double bosselage là, c'est incroyable. Et surtout, on a aujourd'hui une voiture dans une superbe configuration, gris rhodium intérieur Spider classique. Le Spider classique, je vais vous le présenter juste après, c'est ce rouge noir là que je trouve juste fantastique. Et d'habitude, j'ai tendance à dire que des couleurs pétantes sur des voitures comme ça, c'est mieux. Mais là, la voiture, elle est tellement sexy dans ses courbes que le gris rhodium, donc c'est un gris avec du pailletage un peu doré, ça sort trop bien, c'est juste magnifique. On a évidemment les entrées d'air caractéristiques ici du Boxster. Et à l'arrière, on retrouve aussi des jantes en 20 pouces avec des pneus en 265 mm de large par 35 et des disques de 330 mm à l'arrière. Dans cette voiture, et c'est vraiment une configuration que j'adore, on retrouve l'intérieur qui s'appelle Spider Classic. Spider Classic, là encore, ça fait référence au 718 RS60 Spider, c'est un hommage si vous voulez. Et ils ont choisi du coup une touche un petit peu rétro avec cette espèce de rouge, donc de cuir rouge sur piqûre rouge, très foncé, hein, la couleur est noble. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que la couleur est superbe, mixée avec ces parties en Alcantara gris-noir, et je trouve ça somptueux, c'est tellement exotique. Et on retrouve au niveau des inserts tout le long des portes et de la console centrale, et même ici, et là la partie passager, la même couleur, gris rhodium, qu'à l'extérieur. Ça, c'est un super détail. Dans cette voiture, on a aussi les sièges baquets sport à coque carbone qui sont, en plus d'être beaux, hyper confortables, ils maintiennent super bien, c'est des vrais sièges de sport. Et lorsqu'on s'installe à l'intérieur du Boxster Spider, alors là il est décapoté donc c'est facile, on retrouve cette superbe ambiance classique de Porsche. Je ferme la porte et là encore pour l'allègement, il y a plein de petits détails que j'adore. Déjà, on n'a pas de poignée de porte pour ouvrir, on a juste des petites sangles comme dans une voiture de course, je trouve ça génial. On a évidemment le pack chrono avec le chronomètre ici sur le tableau de bord et ce cuir rouge un peu patiné là, c'est juste fantastique. On a évidemment, comme dans toutes les Porsche, les indispensables porte-gobelets, ça c'est la base. Et la particularité, vous la voyez elle est juste là, c'est que dans le Porsche Boxster Spider, comme dans le Cayman GT4, on a boîte manuelle uniquement, pas de PDK. Alors ça vient de changer sur les modèles actuels, mais bon bref, on aura peut-être l'occasion de l'essayer. Boîte manuelle uniquement, 6 rapports, très simple, 3 pédales, 3 compteurs devant moi, à droite un petit compteur digital avec l'inscription Spider, le compte-tour avec l'inscription Spider dans le fond gradué jusqu'à 9000 tours minute, la zone rouge est à 7800, et il y a un détail que j'adore dans cette voiture, c'est qu'on n'a pas le volant multifonction. Du coup c'est tout épuré, je trouve ça fantastique. On a aussi l'inscription Spider sur les sièges, c'est tellement exotique comme intérieur, et puis on se retourne, on voit le double bosselage à l'arrière. C'est simple, efficace, mais vraiment c'est vrai que c'est simple techniquement comme intérieur, mais là la couleur ça rend quelque chose d'incroyable. Et au niveau de la console centrale ici, on a les boutons indispensables, on a évidemment de part et d'autre là les boutons pour actionner le mécanisme qui va ouvrir le coffre et refermer ici après électroniquement. On a le petit bouton pour lever l'aileron, qu'on va vous montrer après, on a le bouton pour allumer l'échappement, le mode sport qui va automatiquement ouvrir les valves d'échappement et aussi donner un peu plus de réactivité à la pédale d'accélérateur. Et ensuite le mode Sport Plus, alors qui a été assez controversé, parce que alors, sur cette voiture, on n'a pas de suspension adaptative parce qu'on a directement le châssis sport qui abaisse de 20 mm. Donc en fait ça désactive le PASM qu'on avait en option sur les Porsche Boxster GTS. Le PASM c'est le Porsche Adaptative Suspension Management, avec un accent très français, mais vous m'avez compris, c'est suspension adaptative. Là avec le châssis sport, ça supprime. Donc on n'a pas de suspension adaptative, mais pourtant, lorsqu'on appuie sur le bouton Sport Plus, on a les ressorts qui vont très légèrement se comprimer pour que la voiture soit encore plus dynamique, pour que ça lise encore plus la route et qu'on soit encore plus connecté à ce qui se passe. En plus de ça, c'est évidemment une boîte manuelle, et lorsqu'on actionne le Sport Plus, donc on a les suspensions qui se raidissent un tout petit peu, le moteur qui est vraiment toute sa puissance et toute sa réactivité au niveau de la pédale d'accélérateur, et on a aussi le talon pointe automatique. Alors truc que je trouve incroyable, c'est qu'on ne peut pas être en mode Sport Plus, donc avec vraiment la voiture en mode tout à fond, sans avoir la possibilité de faire son talon pointe manuellement. Et ça, moi je trouve ça dommage, parce que moi j'aime bien faire mon talon pointe moi-même, je sais que je vous saoule avec ça, mais quand on aime bien conduire comme ça, c'est assez bizarre. Et du coup maintenant, ils ont changé, ils ont mis juste un bouton Rev Match, c'est-à-dire qu'on peut être en mode Sport Plus en choisissant ou pas d'avoir son talon pointe automatique. Regardez un peu, je vous en reparle, mais le 3/4 arrière du Boxster avec le double bosselage, c'est juste incroyable. Et le dernier point super important qui différencie le Boxster Spider ainsi que le Cayman GT4 des versions normales et même des versions GTS qui sont les plus extrêmes de la gamme classique entre guillemets, c'est évidemment le moteur qui est comme toujours un flat 6 atmosphérique. On a de la chance, c'était dans les années où on pouvait encore faire ça.
Sauf que là, c'est pas le Flatsys 3 litres 4, c'est le Flatsys 3 litres 8 de la Carrera S. Donc ils ont mis un moteur de 911 dans la voiture, qui développe dans cette voiture 375 chevaux et 420 Nm. Alors c'est un peu moins que le Cayman GT4 qui réussit à développer 385 grâce à une admission légèrement retravaillée. C'est juste pour marquer la différence, mais quand même 375 chevaux. Ça permet à la voiture d'abattre le 0 à 100 en 4 secondes 5 avec une boîte manuelle, c'est quand même des super performances. Et malheureusement, on ne peut pas voir le moteur parce qu'il est évidemment en position centrale arrière, donc il est ici. En revanche, ce que je peux vous montrer, c'est le coffre. Alors il faut savoir que le Boxster, c'est quand même une voiture fantastique parce que c'est une excellente voiture de sport, hyper pratique et même plus pratique que la 911. Bon, même si les 911 on a les places arrière, mais en termes de coffre pur et dur, à l'arrière on a 130 litres et je vous parlais de la pièce tout à l'heure qui se lève. Regardez ça. La taille du truc, le mécanisme est incroyable. Sur des grands bras là, c'est fantastique, vous avez vu comment ça se lève, c'est dingue. À l'arrière on a 130 litres, à l'avant on a 280 litres, ça fait 430 litres de capacité de chargement. Je ne sais pas à quoi ça correspond sur une voiture normale, mais à mon avis, on n'est pas loin d'une Golf, je pense. Donc le moteur, il est ici et vous avez là le réservoir pour les fluides, avec l'huile à droite et les liquides de refroidissement à gauche. Petit détail également, donc vous le voyez, on a l'inscription Porsche Spyder qui était deux options, vous pouvez les avoir ou pas. Et on a bien sûr un petit aileron ici, qui est très relevé, vraiment façon ducktail, parce que forcément on perdait de l'aérodynamisme comparé au Cayman GT4 avec son gros aileron. Donc ce ducktail est levable, avec un petit bouton que je vous ai montré juste à l'intérieur. De retour dans le Boxster Spyder sur les routes champenoises. Évidemment, il fait beau, on n'a pas mis le toit, de toute façon cette voiture il faut la conduire sans le toit. Ce qui est vraiment très appréciable avec cette version, c'est que par rapport à sa petite sœur, ou sa grande sœur plutôt je devrais dire, la version précédente, le Boxster Spyder 987, et ben la capote sur cette voiture, je vous l'ai démontré, est beaucoup plus simple à utiliser. Alors qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans un Boxster Spyder? Déjà la première chose qui frappe, c'est cet intérieur. Il est somptueux, je vous l'ai déjà présenté, mais c'est tellement exotique. Et c'est vraiment quelque chose qui change la donne d'avoir un intérieur comme ça. Immédiatement lorsqu'on s'assied à l'intérieur, on se fait waouh. En plus la couleur de ce rouge légèrement patiné, un peu bordeaux, c'est somptueux. Il n'y a pas trop de reflets dans la vitre, un petit peu quand même, mais franchement ça va, surtout qu'en plus aujourd'hui il y a beaucoup de soleil, donc c'est un bon exemple. Mais c'est tellement exotique, on a l'impression que la voiture elle vaut pas 94 000 €, on a l'impression qu'elle en vaut le double. Et ça c'est super agréable. On se retrouve dans l'ambiance Porsche, grande qualité de finition, position de conduite excellente, on est parfaitement maintenu dans ces paquets sport à coque carbone optionnels qui sont très confortables. On peut faire de la route avec, ça posera aucun problème je pense. On est vraiment très bien maintenu, surtout latéralement. L'entrée et sortie de la voiture se fait assez facilement. C'est une voiture qui immédiatement vous rappelle qu'elle est utilisable. À faible vitesse, ce que j'aime c'est qu'immédiatement on sent le pédigré sportif de la voiture parce que la voiture est assez ferme. En termes de suspension, on sent que ça lie beaucoup la route, mais c'est pas du tout inconfortable. Et c'est là où le travail de Porsche est appréciable et on sent leur expérience en la matière. Pour route bosselée, ça va vous secouer un peu, mais c'est une voiture de sport. Là, je suis en mode confort, échappement éteint, ça se conduit super facilement, c'est agréable. Et même à cette vitesse-là, je vous jure que j'ai le sourire, parce que rien que le fait de voir les arches là qui se recourbent vers les feux, la vue arrière avec le double bosselage, la couleur gris rhodium qui là en plus au soleil est juste magnifique. L'inscription Spyder sur le contour, déjà ça met le sourire franchement, et l'intérieur je vous le dis, mais ça fait tout. Quelque chose que j'adore aussi, c'est ce volant qui n'est pas multifonction. Cette voiture c'est une voiture de sport, elle est orientée vers la conduite, vers les émotions. Boîte manuelle, moteur Atmo, volant sans option, j'adore, c'est pur. C'est absolument fantastique. Lorsque vous voyez le reflet de la voiture sur des vitres par exemple en ville, vous avez l'impression d'être dans une Carrera GT ou une 918 Spyder tellement elle paraît basse, tellement la ligne de toit est vraiment... Ah c'est super, c'est super. Mais bon, ce qui nous intéresse c'est un Boxster Spyder, on a un moteur Atmo, des vocalises qu'on n'entend plus aujourd'hui avec les voitures modernes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur le bouton sport qui va donner un peu plus de réactivité au moteur et qui bien sûr va ouvrir les valves d'échappement. Alors vous n'avez pas le talon pointe automatique en mode sport, là c'est moi qui le fais. Mais le mode sport, c'est le mode ultra plaisir. Écoutez juste, 5000 tours minute, je suis en deuxième. Je suis sur un filet de gaz. On entend juste la sonorité là.
Ah putain, j'en ai des frissons. Juste là. Et là on ouvre. Oh, le bruit. Oh, oh. Rien que ça. Rien que ça, c'est juste fantastique. Le son de cet échappement, c'est dingue. J'ai essayé la nouvelle M3 G80 pardon, il n'y a pas longtemps. Je me suis dit que forcément ça avait besoin d'un échappement parce qu'on a des FAP, voilà, on a toutes ces choses là qui nous attristent un petit peu aujourd'hui à cause des normes actuelles. Mais là, wow, le son que ça fait, c'est... Regardez, les petits craquements à l'échappement là. Et là c'est pas du pop and bang artificiel entre guillemets. Ce que j'adore avec cet échappement, on va refaire cette petite montée, c'est que la sonorité paraît tellement pure. Allez, écoutez ça là, tranquillement en ville. Je pourrais vous parler juste de la sonorité, hein. Mais écoutez, je vais me taire un peu. Le talon pointe est super facile à faire, le placement des pédales est excellent, c'est tellement précis. Et là on rentre dans un virage et on ressent tout l'équilibre du Boxster, fantastique. Alors cette architecture très particulière en moteur central arrière, elle se ressent immédiatement parce que la voiture étant légère, 1315 kg à vide, vous pouvez mettre du rythme directement. Et il faut pas l'oublier, 375 chevaux, 420 Nm. Aujourd'hui c'est des valeurs qui paraissent pas incroyables, mais croyez-moi, ça marche. Qu'est-ce que c'est plaisant! Cette architecture centrale arrière, vous la sentez vraiment déjà lors de l'inscription en courbe, parce qu'on a un avant qui est très léger, très directionnel. La direction est incroyable, mais vous savez précisément ce que font les roues avant, et on est dans une voiture qui est toute petite, 4,3 m. Donc on fait vraiment corps avec la voiture, et dès que vous rentrez dans un virage, vous avez cette inscription qui est très immédiate. Et lors de l'inscription au virage, lorsqu'on est à peu près au milieu à la corde, on sent effectivement que, contrairement à une 911 où c'est l'arrière qui va avoir tendance à embarquer un peu, la voiture elle tourne sur son axe. Donc en fait elle va rentrer très très fort. Mais arrivé au milieu du virage, on a presque l'impression qu'il y a un piquet, il faut s'imaginer un piquet au milieu de la voiture, et la voiture pivote autour de cet axe. Donc en fait elle pivote autour de vous parce que vous êtes parfaitement placé entre les roues avant et les roues arrière. Donc vous avez, même à pas forcément une allure de dingue, vous avez une sensation ultra précise de ce que fait la voiture. Et ça apporte énormément de sensations parce qu'on sent que c'est joueur. Il faut vraiment être aux aguets quand vous commencez à pousser avec cette voiture parce que certes c'est très équilibré, mais vous avez constamment cette petite sensation que l'arrière peut venir un peu. Or l'arrière ne décroche pas, mais se place tout simplement autour de cet axe central de la voiture. C'est complètement l'inverse d'une 911 où vous avez un grip de malade arrière parce que vous avez tout le poids et vous pouvez écraser en sortie de virage, même presque avant la corde. Là c'est plus fin comme pilotage, ça demande un peu plus de savoir-faire, mais par contre c'est vraiment grisant. Donc ça c'est vraiment pour le châssis, la voiture est très maintenue, on n'a pas de roulis, très peu de roulis, vraiment on a confiance dans le comportement de la voiture. La direction est très précise, quelque chose qui m'étonne un peu à chaque fois que je monte dans un Boxster ou un Cayman, c'est qu'on a une jante de volant qui est très très fine. Moi j'ai des assez grandes mains. Oh là là, le son. Là je fais encore le talon pointe moi-même, hein. Je pourrais essayer en Sport Plus après pour vous montrer le talon pointe automatique. Ça fonctionne assez bien, mais moi qui ai des mains assez grandes, en fait c'est complètement l'inverse d'un volant par exemple BMW où on a les mains qui tiennent vraiment le cerceau. Là on a un peu l'impression que ça peut glisser, surtout avec l'Alcantara, mais bon voilà, c'est accessoire, ça me passe par la tête, mais on tient assez fort le volant. Pour terminer sur la direction, c'est un régal de précision, c'est très doux.
Il y a peu de poids lorsqu'on se balade doucement, mais dès qu'on va rentrer dans des virages, dès qu'on va mettre de la pression sur les pneus, sur les roues, sur le châssis, on va sentir la direction qui se charge jusqu'à l'inscription et qui va se délester, au contraire, devenir un petit peu légère en sortie, parce que c'est le train arrière qui va s'écraser. Mais c'est un régal. La voiture vous permet d'enchaîner les virages à un rythme. Et c'est un pilotage qui est très académique en fait. Il faut garder les freins jusqu'à la corde pour vraiment asseoir l'avant, le charger, le rendre précis et sortir sur un filet de gaz et vraiment remettre les roues droites et vraiment rouvrir avec la direction lorsqu'on veut accélérer progressivement, parce que sinon l'arrière se décale. L'arrière se décale et comme vous êtes vraiment au centre de toutes les sensations dans la voiture, vous le sentez immédiatement. Là par exemple, je sens que l'arrière il a envie de partir comme ça, juste là sur cette petite axelle. Bon forcément, je vous ai parlé de la direction, du châssis, de l'atmosphère qu'on retrouve à l'intérieur, il faut que je vous parle du moteur, parce que c'est vraiment la pièce maîtresse de cette voiture. Le fameux 6 cylindres à plat, 3,8 litres de la Porsche 991 phase 1 Carrera S, 375 chevaux, 420 Nm de couple évidemment à cette boîte manuelle à 6 rapports dont je vais vous parler juste après, parce que là encore, en fait c'est cerise sur le gâteau sur cerise sur le gâteau cette bagnole. Chaque aspect de cette voiture est fantastique. Et pour revenir sur le moteur, 3,8 litres de cylindrée, un son, bon, j'ai plus besoin de vous en faire l'article, 4000 tours minute, deuxième vitesse, pied au plancher. C'est un orchestre. Putain, c'est bon. Oh, le petit lever de pied là. Et le moteur, je peux vous dire qu'il envoie. Alors c'est particulier parce que le couple arrive assez haut dans les tours, autour de 5000 tours minute, en dessous c'est très souple. Mais à 5000 ça vous pousse, ça vous prend comme ça, il y a une main géante qui vous prend et qui vous balance. Et c'est tellement enivrant. Et ce qui est étonnant, c'est que, en fait, c'est un problème entre guillemets connu sur les Boxster Spider et les Cayman GT4. Pour pas faire trop de concurrence à la 911 en termes de performance, parce que c'est plus léger qu'une 911, ils ont mis des ratios de boîte qui étaient très longs. Parce que si les ratios de boîte étaient plus courts, là la voiture elle accélère de 0 à 100 km/h en 4 secondes 5. Si les ratios étaient plus courts, avec le rapport poids-puissance que la voiture a, elle accélérerait aussi vite qu'une 911. Et ça serait un problème parce qu'on peut pas détrôner la 911. Du coup on a des rapports qui sont très longs. Et par exemple, la deuxième vitesse coupe à entre 125 et 130 km/h. Ce qui fait que sur une petite route, eh ben vous êtes tout le temps en deuxième. C'est assez particulier. Et aller chercher les tours, aller chercher la zone rouge qui est à 7700 tours, ça veut dire eh ben, passer la troisième à 130 km/h pratiquement et donc être hors la loi. Donc c'est assez particulier. On peut vivre en deuxième avec cette bagnole, mais on vit en deuxième, troisième si on short shift un petit peu. Donc ça pourrait être un défaut, mais malgré ça en fait, le bruit du moteur et les sensations de conduite sont tellement enivrantes, vous êtes tellement connecté avec ce qui se passe, vous êtes dans une bulle, en fait on l'oublie presque, ce détail de boîte, de rapport de boîte très très long, parce que vous en avez presque rien à foutre en fait. Vous avez autre chose, vous vous concentrez sur d'autres trucs, et vous prenez juste votre pied. Alors sur des routes assez lentes, là c'est une route où il y a du rythme, c'est une route assez large, donc on peut atteindre des vitesses intéressantes pour justement être dans cette bande de puissance à 5000 tours, où ça watt vraiment. Sur une route, on va dire, où vous évoluez à 60-70 km/h, quelque chose de très serré, ça va être un peu frustrant parce qu'en deuxième, vous voyez là je suis à 70 km/h mais je suis à 3000 tours. Et à 3000 tours, il n'y a pas énormément de patates. Mais sur des routes assez fluides comme ça, c'est fantastique. Ce moteur, c'est fou. Et parmi tous ces détails qui au final n'en sont pas, qui sont des ajouts de plaisir à chaque fois, la direction, le châssis, le moteur, vous avez encore un truc qui vient s'ajouter et qui termine l'expérience et qui la rend vraiment
fantastique. C'est ça, 3 pédales, une boîte manuelle et de l'engagement à plus à en perdre la tête. Cette boîte manuelle, elle est incroyable. Déjà, ce qui est fantastique, c'est l'écart que vous avez entre le volant et le pommeau de boîte. Il y a un pont. Ce qui fait que vous avez la main sur le volant. Dans votre tête, vous réfléchissez à combien de tours minutes vous êtes. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous avez les tympans qui sont pris dans les décibels. Et d'un coup, vous lâchez la main, bam, vous envoyez. Et ça dure un quart de seconde. Et sauf que vous maîtrisez toute la voiture. Parce que il y a votre pied gauche qui doit lâcher le repose-pied pour aller enfoncer l'embrayage. Synchroniser ça parfaitement avec le geste de votre bras qui va aller envoyer le pommeau de vitesse dans son emplacement. Le débattement est tellement court, tellement précis. C'est oh là là, c'est la magie de l'ingénierie Porsche. Vous le sentez, je suis excité quand j'essaie cette bagnole. Mais pour moi, vraiment, je vous le dis, j'ai essayé beaucoup de voitures. Ça, pour 100 000 €, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Vous pourrez avoir peut-être un peu plus extrême et encore plus enivrant avec une Lotus Exige V6 380 par exemple, ou une 410 ou une Exige V6. Mais une voiture polyvalente, belle, classe, technologique, performante et ultra enivrante à conduire, Boxster Spyder. Franchement, rien que pour le son quoi, c'est... Et là, regardez ça. J'arrive sur un freinage, je freine légèrement. Et même si vous n'utilisez pas toute la bande de puissance, il y a tellement de bruit qu'au final vous passez le rapport à 6000, c'est pas grave. Juste pour le plaisir de faire exploser l'échappement derrière avec un petit coup du côté du pied là. Et d'ailleurs là je vous l'ai dit, on est dans la version la plus désirable du Boxster, le Boxster Spyder. Mais le Boxster tout court, c'est une caisse géniale. Que ça soit en version 986, vous pouvez retrouver l'essai sur ma chaîne YouTube. J'avais adoré cette voiture, j'avais essayé une version 2,7 litres avec le moteur 220 chevaux. C'est une Porsche, ça c'est certain, vous avez le châssis Porsche. C'est une voiture très très cool à conduire, abordable, entre 15 et 25 000 €. Après vous avez la version 987, où là encore vous avez plein de versions différentes. Vous avez aussi une version Spyder qui est vraiment très hardcore pour le coup, mais qui est là aussi très exclusive. Mais moi je me rappelle, j'avais essayé un Boxster 981, donc cette génération là, avec le plus petit moteur, 2,7 litres, 265 chevaux, boîte PDK. La voiture elle valait 47 000 € je crois. La voiture elle était rouge, bien optionnée, les jantes noires. Vous pouvez retrouver aussi l'essai sur ma chaîne YouTube. C'était une caisse géniale. Vous pouvez faire de la route, vous pouvez aller en vacances, vous pouvez vous éclater sur une route de montagne, ça faisait un son de dingue. Tout ça pour dire que le Boxster, comme le Cayman, c'est une plateforme qui est extraordinaire. Et alors ok, la ligne du Cayman est plus belle. Par contre, je vous jure que moi demain si j'ai le choix, et je vous dis ça c'est très personnel, hein, demain si j'ai le choix entre un Boxster et un Cayman, je prends un Boxster. Parce que quand vous décapotez et que vous avez ça, c'est imbattable. Franchement, allez frein. Oh là là. C'est fantastique. C'est vraiment une caisse de fou. Et je vous ai pas parlé des freins, mais ça freine. C'est du freinage Porsche. La voiture elle plante pas, elle s'affaisse. Énormément de confiance, une pédale très très franche. Vous avez immédiatement du ressenti. Vous n'avez pas de zone de... Vous vous demandez un peu ce que font les freins, c'est ça freine direct. Oh là là. Ouais. Ça pour moi, Boxster Spyder 981, comme elle est dans cette configuration avec l'intérieur RS Spyder, c'est parfait. Alors il y a des configurations qui sont belles avec des couleurs extérieures plus vibrantes, du jaune, du rouge, des couleurs PTS qui sont assez difficiles à trouver sur cette voiture. Mais moi franchement le combo de cet intérieur avec cette couleur gris rhodium, qui est donc un gris avec des reflets dorés, c'est tellement classe. Franchement, c'est fou. Enfin bon, je pense que vous voyez où je veux en venir. Vous comprenez aussi pourquoi je trouve que cette voiture est le meilleur Boxster que vous puissiez acheter. Et mieux encore, je trouve,
que le 718 que j'ai essayé, mais le 718 d'origine en fait il a besoin de modifications pour être aussi prenant que celui-ci. Et un autre problème du 718, c'est qu'on passe de 375 chevaux dans cette voiture à 420 chevaux dans le 718. C'est une voiture qui est trop performante. Parce que vous avez le même problème de ratio de boîte qui sont super longs, sauf que la voiture elle fait 420 chevaux, moteur beaucoup plus coupleux que celui-là. Et en fait, quand vous êtes en deuxième à mi-régime, vous êtes déjà à 100 km/h. Donc en fait sur route, c'est une super caisse, mais c'est inutilisable. Alors que là, même à 4000 tours, vous prenez votre pied, allez, troisième, 75 km/h, le son, petit talon pointe. C'est dingue comme caisse. Je trouve, j'adore. Ça, c'est vraiment une de mes caisses de rêve, ça. Vraiment, je trouve ça fou. Enfin bon, voilà, j'ai fini de m'extasier. Merci à Motor Legend pour cette expérience extraordinaire. J'espère que vous aussi ça vous a plu de découvrir cette voiture qu'on oublie. Mais le Boxster, quelle que soit la génération, si vous voulez une première sportive, une première Porsche, le Boxster c'est fou. Et si vous voulez la meilleure version du Boxster, c'est celle-là. Merci à vous d'avoir regardé. Merci à Motor Legend Épernay pour cette opportunité. Merci à Pierre pour son aide sur le tournage. Et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.